Bonjour à tous, aujourd'hui on va passer au chapitre 22 et je me suis acheté ce petit repose-livre, je sais pas comment dire ça, pour tenir les livres. Vous voyez, il y a deux tiges qui maintiennent les pages pour pouvoir bien les ouvrir et faciliter la lecture à moi et à vous également. Donc on va commencer, j'espère que la visibilité est bonne. Désolée pour les claquements de porte de mes voisins que vous allez entendre régulièrement, je ne sais pas ce qui leur arrive. Alors, façon d'agir en 1830. La parole a été donnée à l'homme pour cacher sa pensée. De Malagrida. À peine arrivé à Verrières, Julien se reprocha son injustice envers Madame de Rênal. Je l'aurais méprisée comme une femmelette si, par faiblesse, elle avait manqué sa scène avec Monsieur de Rênal. Elle s'en tire comme un diplomate, et je sympathise avec le vaincu qui est mon ennemi. Il y a dans mon fait petitesse bourgeoise. Ma vanité est choquée, parce que M. de Rênal est un homme, illustre en vaste corporation à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir. Je ne suis qu'un sot. M. Chélan avait refusé les logements que les libéraux les plus considérés du pays lui avaient offerts à l'envi, lorsque sa destitution le chassa du presbytère. Les 2 chambres qu'il avait louées étaient encombrées par ses livres. Julien voulait montrer à Verrières ce que c'était qu'un prêtre, alla prendre chez son père une douzaine de planches de sapin, qu'il porta lui-même sur le dos tout le long de la grande rue. Il emprunta des outils à un ancien camarade et eut bientôt bâti une sorte de bibliothèque dans laquelle il rangea les livres de M. Chélan. « Je te croyais corrompu par la vanité du monde, lui disait le vieillard pleurant de joie. Voilà qui rachète bien l'enfantillage de ce brillant uniforme de garde d'honneur qui t'a fait tant d'ennemis. » Monsieur de Rênal avait ordonné à Julien de loger chez lui. Personne ne soupçonna ce qui s'était passé. Le 3e jour après son arrivée, Julien vit monter jusque dans sa chambre un non moindre personnage que monsieur le sous-préfet de Maugiron. Ce ne fut qu'après 2 grandes heures de bavardage insipide et de grandes gémériades sur la méchanceté des hommes, sur le peu de probité des gens chargés de l'administration des deniers publics, sur les dangers de cette pauvre France, etc., etc., que Julien vit poindre enfin le sujet de la visite. On était déjà sur le palier de l'escalier et le pauvre précepteur, à demi disgracié, reconduisait avec le respect convenable le futur préfet de quelques heureux départements quand il plut à celui-ci de s'occuper de la fortune de Julien, de louer sa modération en affaires d'intérêt, etc., etc. Enfin, M. de Maugiron, le serrant dans ses bras, de l'air le plus paterne, lui proposa de quitter M. de Rênal et d'entrer chez un fonctionnaire qui avait des enfants à éduquer et qui, comme le roi Philippe remercierait le ciel, non pas tant de lui avoir donné que de les avoir fait. Monsieur de Rênal est d'entrer chez un fonctionnaire qui avait des enfants à éduquer et qui, comme le roi Philippe remercierait le ciel, non pas tant de lui avoir donné que de les avoir fait naître dans le voisinage de monsieur Julien. Leur précepteur jouirait de 800 francs de pointement payable, non pas de mois en mois, ce qui n'est pas noble, dit M. de Maugiron, mais par quartier, toujours d'avance. C'était le tour de Julien qui, depuis 1h30, attendait la parole avec ennui. Sa réponse fut parfaite et surtout longue comme un mandement. Elle laissait tout entendre, et cependant on ne disait rien nettement. On y eût trouvé à la fois du respect pour M. de Rênal, de la vénération pour le public de Verrières et de la reconnaissance pour l'illustre sous-préfet. Ce sous-préfet, étonné de trouver plus jésuite que lui, essaya vainement d'obtenir quelque chose de précis. Julien, enchanté, saisit l'occasion de s'exercer. Il recommença sa réponse en d'autres termes. Jamais ministre éloquent, qui veut user la fin d'une séance sous la chambre, a l'air de vouloir se réveiller, n'a moins dit en plus de paroles. À peine M. de Maugiron sorti, Julien se mit à rire comme un fou. Pour profiter de sa verve jésuitique, il écrivit une lettre de 9 pages à M. de Rênal, dans laquelle il lui rendait compte de tout ce qu'on lui avait dit et lui demandait humblement conseil. Ce coquin ne m'a pourtant pas dit le nom de la personne qui fait l'offre. Ce sera M. Valnon, qui voit dans mon exil à Verrières l'effet de sa lettre anonyme.
Sa dépêche expédiait, Julien content, comme un chasseur qui à 6 heures du matin par un beau jour d'automne débouche dans une plaine abondante un gibier. Sorti pour aller demander conseil à M. Chélan. Mais avant d'arriver chez le bon curé, le ciel qui voulait lui ménager des jouissances jeta sous ses pas M. Valnon, auquel il ne cacha point que son cœur était déchiré. Un pauvre garçon comme lui se devait tout entier à la vocation que le ciel avait placée dans son cœur. Mais la vocation n'était pas tout dans ce bas monde. Pour travailler dignement à la vigne du Seigneur et n'être pas tout à fait indigne de tant de savants collaborateurs, il fallait l'instruction. Il fallait passer au séminaire de Besançon de 2 années bien dispendieuses. Il devenait donc indispensable, et l'on pouvait dire que c'était en quelque sorte un devoir, de faire des économies, ce qui était bien plus facile sur un traitement de 800 francs payés par quartier qu'avec 600 francs qu'on mangeait de mois en mois. D'un autre côté, le ciel, en le plaçant auprès des jeunes de Rênal et surtout en lui inspirant pour eux un attachement spécial, ne semblait-il pas lui indiquer qu'il n'était pas à propos d'abandonner cette éducation pour une autre? Julien atteignit un tel degré de perfection dans ce genre d'éloquence qui a remplacé la rapidité d'action de l'Empire, qu'il finit par s'annuer lui-même par le son de ses paroles. En rentrant et trouvant un valet de M. Valnon en grande livrée, qui le cherchait dans toute la ville, avec un billet d'invitation à dîner pour le même jour. Jamais Julien n'était allé chez cet homme, quelques jours seulement auparavant, il ne songeait qu'au moyen de lui donner une volée de coups de bâton sans se faire une affaire en police correctionnelle. Quoique le dîner ne fût indiqué que pour 1 heure, Julien trouva plus respectueux de se présenter dès midi et demi dans le cabinet de travail de monsieur le directeur du dépôt. Il trouva étalant son importance au milieu d'une foule de cartons. Ses gros favoris noirs, son énorme quantité de cheveux, son bonnet grec placé de travers sur le haut de la tête, sa pipe immense, ses pantoufles brodées, les grosses chaînes d'or croisées en tous sens sur sa poitrine. Et tout cet appareil d'un financier de Provence qui se croit homme à bonne fortune n'imposait point à Julien. Il n'en pensait que plus au coup de bâton qu'il lui devait. Il demanda l'honneur d'être présenté à madame Valnon. Elle était à sa toilette et ne pouvait recevoir. Par compensation, il eut l'avantage d'assister à celle de monsieur le directeur du dépôt. On passa ensuite chez madame Valnon, qui lui présenta ses enfants les larmes aux yeux. Cette dame, l'une des plus considérables de Verrières, avait une grosse figure d'homme, à laquelle elle avait mis du rouge pour cette grande cérémonie. Elle y déploya tout le pâteau maternel. Julien pensa à madame de Rênal. Sa méfiance ne le laissait guère susceptible que de ce genre de souvenirs qui sont appelés par les contrastes. Mais alors il en était saisi jusqu'à l'attendrissement. Cette disposition fut augmentée par l'aspect de la maison du directeur du dépôt. On la lui fit visiter. Tout y était magnifique et neuf, et on lui disait le prix de chaque meuble. Mais Julien y trouvait quelque chose d'ignoble et qui sentait l'argent volé. Jusqu'au domestique, tout le monde y avait l'air d'assurer sa contenance contre le mépris. Le percepteur des contributions, l'homme des impositions indirectes, l'officier de gendarmerie et 2 ou 3 autres fonctionnaires publics arrivèrent avec leurs femmes. Ils furent suivis de quelques libéraux riches. On annonça le dîner. Julien, déjà fort mal disposé, vint à penser que de l'autre côté du mur de la salle à manger se trouvaient de pauvres détenus, sur la portion de viande desquels on avait peut-être grivelé pour acheter tout ce luxe de mauvais goût dont on voulait l'étourdir. Ils ont faim peut-être en ce moment, se dit-il lui-même, sa gorge se serra. Il lui fit impossible de manger presque de parler. Ce fut bien pis un quart d'heure après, on entendait de loin en loin quelques accents d'une chanson populaire, et il faut l'avouer, un peu ignoble, que chantait l'un des reclus. Monsieur Valnon regarda un de ces gens, en grande livrée, qui disparut, et bientôt on n'entendit plus chanter. Dans ce moment, un valet offrait à Julien du vin du Rhin dans un verre vert, et madame Valnon avait soin de lui faire observer que ce vin coûtait 9 francs la bouteille, pris sur place. Julien tenait son verre vert, dit à monsieur Valnon. « On ne chante plus cette vilaine chanson. »« Parbleu, je le crois bien, répondit le directeur triomphant. J'ai fait imposer silence aux gueux.
Ce mot fut trop fort pour Julien. Il avait des manières, mais non pas encore le cœur de son état. Malgré toute son hypocrisie si souvent exercée, il sentit une grosse larme couler le long de sa joue. Il essaya de la cacher avec le verre vert, mais il lui fut absolument impossible de faire honneur au vin du Rhin. L'empêchait de chanter, se disait-il à lui-même, « Oh mon Dieu, et tu le souffres !» Par bonheur, personne ne remarqua son attendrissement de mauvais ton. Le percepteur de contribution avait entonné une chanson royaliste. Pendant le tapage du refrain, chanté en chœur, « Voilà donc, se disait la conscience de Julien, la sale fortune à laquelle tu parviendras, et tu n'en jouiras qu'à cette condition et en pareille compagnie. Tu auras peut-être une place de 20 000 francs, mais il faudra que pendant que tu te gorges de viande, tu empêches de chanter le pauvre prisonnier. Tu donneras à dîner avec l'argent que tu auras volé sur sa misérable pitance, et pendant ton dîner, il sera encore plus malheureux. Ô Napoléon, qu'il était doux de ton temps de monter à la fortune par les dangers d'une bataille, mais augmenter lâchement la douleur du misérable. » J'avoue que la faiblesse dont Julien fait preuve dans ce monologue me donne une pauvre opinion de lui. Il serait digne d'être le collègue de ces conspirateurs en gants jaunes, qui prétendent changer toute la manière d'être d'un grand pays et ne veulent pas avoir à se reprocher la plus petite égratignure. Julien fut violemment rappelé à son rôle. Ce n'était pas pour rêver et ne rien dire qu'on l'avait invité à dîner en si bonne compagnie. Un fabricant de toiles peintes retirées, membre correspondant de l'Académie de Besançon et de celle d'Uzès, lui adressa la parole d'un bout de la table à l'autre, pour lui demander si ce que l'on disait généralement de ces progrès étonnants dans l'étude du Nouveau Testament était vrai. Un silence profond s'établit tout à coup, un Nouveau Testament latin se rencontra, comme par enchantement, dans les mains du savant membre de deux académies. Sur la réponse de Julien, une demi-phrase latine fut lue au hasard. Il récita. Sa mémoire se trouva fidèle, et ce prodige fut admiré avec toute la bruyante énergie de la fin d'un dîner. Julien regardait la figure illuminée des dames, plusieurs n'étaient pas mal. Il avait distingué la femme du percepteur, beau chanteur. « J'ai honte, en vérité, de parler si longtemps latin devant ces dames, dit-il en la regardant. Si monsieur Robignot, c'était le membre des deux académies, a la bonté de lire au hasard une phrase latine au lieu de répondre en suivant le texte latin, j'essaierai de le traduire impromptu. » Cette seconde preuve mit le comble à sa gloire. Il y avait là plusieurs libéraux riches, mais heureux pères d'enfants susceptibles d'obtenir des bourses, et en cette qualité subitement convertis depuis la dernière mission. Malgré ce trait de fine politique, jamais M. Dronal n'avait voulu les recevoir chez lui. Les braves gens qui ne connaissaient Julien que de réputation, et pour l'avoir vu à cheval le jour de l'entrée du roi étaient ses plus bruyants admirateurs. Quand ces sots se laisseront-ils d'écouter ce style biblique, auquel ils ne comprennent rien, pensa-t-il. Mais au contraire, ce style les amusait par son étrangeté, ils en riaient, mais Julien se lassa. Il se leva gravement comme 6 heures sonnaient et parla d'un chapitre de la Nouvelle Théologie de Ligorio qu'il avait à apprendre pour le réciter le lendemain à M. Chélan. Car mon métier, ajouta-t-il agréablement, est de faire réciter des leçons et d'en réciter moi-même. On rit beaucoup, on admira, tel est l'esprit à l'usage de Verrières. Julien était déjà debout, tout le monde se leva malgré le décorum. Tel est l'empire du génie. Madame Valenod le retint encore un quart d'heure, il fallait bien qu'il entendît les enfants réciter leur catéchisme, et firent les plus drôles de confusions dont lui seul s'aperçut. Il n'eut garde de les relever. Quelle ignorance des premiers principes de la religion, pensait-il. Il saluait enfin et croyait pouvoir s'échapper, mais il fallut essuyer une fable de La Fontaine. « Cet auteur est bien immoral, » dit Julien à madame Valenod. « Certaines fables sur messire Jean Chouart osent déverser le ridicule sur ceux qu'il y a de plus vénérables. Il est vivement blâmé par les meilleurs commentaires. » Julien reçut avant de sortir 4 ou 5 invitations à dîner. « Ce jeune homme fait honneur au département », s'écriaient tous à la fois les convives fort égayés. Ils allèrent jusqu'à parler d'une pension votée sur les fonds communaux, pour le mettre à même de continuer ses études à Paris.
Pendant que cette idée imprudente faisait retenir la salle à manger, Julien avait gagné lestement la porte cochère. « Ah ! Canaille, canaille !» s'écria-t-il à voix basse 3 ou 4 fois de suite, en se donnant le plaisir de respirer l'air frais. Il se trouvait tout aristocrate en ce moment, lui qui pendant longtemps avait été tellement choqué du sourire dédaigneux et de la supériorité hautaine qu'il découvrait au fond de toutes les politesses qu'on lui adressait chez M. de Rênal. Il ne put s'empêcher de sentir à l'extrême différence. Oublions même, se disait-il en s'en allant, qu'il s'agit d'argent volé aux pauvres détenus et encore qu'on empêche de chanter. Jamais M. de Rênal s'avisa-t-il de dire à ses hôtes le prix de chaque bouteille de vin qu'il leur présente? Et ce M. Valnon, dans l'énumération de ses propriétés qui revient sans cesse, il ne peut parler de sa maison, de son domaine, etc. Et si sa femme est présente, sans dire ta maison, ton domaine. Cette dame, apparemment si sensible au plaisir de la propriété, venait de faire une scène abominable. Pendant le dîner, un domestique qui avait cassé un verre à pied et dépareillé une de ses douzaines, et ce domestique avait répondu avec la dernière insolence. Quel ensemble, se disait Julien. Il me donnerait la moitié de tout ce qui vole, que je ne voudrais pas vivre avec eux. Un beau jour, je me trahirai, je ne pourrai retenir l'expression du dédain qu'il m'inspire. Il fallut cependant, d'après les ordres de Madame de Rênal, assister à plusieurs dîners du même genre. Julien fut à la mode. On lui pardonnait son habit de garde d'honneur, ou plutôt cette imprudence était la cause véritable de ses succès. Bientôt, il ne fut plus question d'un Verrières que de voir que l'emporterait dans la lutte pour obtenir le savant jeune homme de M. de Rênal ou du directeur du dépôt. Ces messieurs formaient avec M. Malon un triumvirat qui, depuis nombre d'années, tyrannisait la ville. On jalousait le maire, les libéraux avaient à s'en plaindre, mais après tout, il était noble et fait pour la supériorité. Tandis que le père de M. Valnon ne lui avait pas laissé 600 livres de rente. Il avait fallu passer pour lui de la pitié pour le mauvais habit vert pomme que tout le monde lui avait connu dans sa jeunesse, à l'envie pour ses chevaux normands, pour ses chaînes d'or, pour ses habits venus de Paris, pour toute sa prospérité actuelle. Dans le flot de ce monde nouveau, pour Julien, il crut découvrir un honnête homme. Il était géomètre, s'appelait Gros, et passait pour jacobin. Julien, s'étant voué à ne jamais dire que des choses qui lui semblaient fausses à lui-même, fut obligé de s'en tenir aux soupçons à l'égard de M. Gros. Il recevait de Vergy de gros paquets de thèmes. On lui conseillait de voir souvent son père et se conformer à cette triste nécessité. En un mot, il raccommodait assez bien sa réputation, lorsqu'un matin il fut bien surpris de se sentir réveillé par 2 mains qui lui fermaient les yeux. C'était Madame de Rênal qui avait fait un voyage à la ville et qui, montant les escaliers 4 à 4 et laissant ses enfants occupés d'un lapin favori qui était de voyage, était parvenue à la chambre de Julien un instant avant eux. Ce moment fut délicieux, mais bien court. Madame de Rênal avait disparu quand les enfants arrivèrent avec le lapin, qu'ils voulaient montrer à leur ami. Julien fit bon accueil à tous, même au lapin. Il lui semblait retrouver sa famille, sentit qu'il aimait ses enfants, qu'il se plaisait à jaser avec eux. Il était étonné de la douceur de leur voix, de la simplicité et de la noblesse de leurs petites façons. Il avait besoin de laver son imagination de toutes les façons d'agir vulgaires, de toutes les pensées désagréables au milieu desquelles il respirait à Verrières. C'était toujours la crainte de manquer, c'était toujours le luxe et la misère se prenant aux cheveux. Les gens chez qui il dînait à propos de leur rôti faisaient des confidences humiliantes pour eux et nauséabondes pour qui les entendait. « Vous autres nobles, vous avez raison d'être fiers, disait-il à Madame de Rênal. Il lui racontait tous les dîners qu'il avait subis. Vous êtes donc à la mode. » Et il riait de bon cœur, en songeant au rouge que Madame Valnon se croyait obligée de mettre toutes les fois qu'elle attendait Julien. « Je crois qu'elle a des projets sur votre cœur, ajouta-t-elle. Le déjeuner fut délicieux. La présence des enfants, quoique gênante en apparence, dans le fait augmentait le bonheur commun. Ces pauvres enfants ne savaient comment témoigner leur joie de revoir Julien. Les domestiques n'avaient pas manqué de leur conter qu'on lui offrait 200 francs de plus pour éduquer les petits Valmont. Au milieu du déjeuner, Stanislas Xavier, encore pâle de sa grande maladie, demanda tout à coup à sa mère combien valait son couvert d'argent et le gobelet dans lequel il buvait. « Pourquoi cela ?
Je veux les vendre pour en donner le prix à monsieur Julien et qu'il ne soit pas dupe en restant avec nous. » Julien l'embrassa, les larmes aux yeux. Sa mère pleurait tout à fait pendant que Julien, qui avait pris Stanislas sur ses genoux, lui expliquait qu'il ne fallait pas se servir de ce mot dupe, qui employé dans ce sens était une façon de parler de laquais. Voyant le plaisir qu'il faisait à madame de Rênal, il chercha à expliquer par des exemples pittoresques qui amusaient les enfants ce que c'était qu'être dupe. « Je comprends, dit Stanislas, c'est le corbeau qui a la sottise de laisser tomber son fromage qui prend le renard qui était un flatteur. » Madame de Rênal, folle de joie, couvrait ses enfants de baisers, ce qui ne pouvait guère se faire sans s'appuyer un peu sur Julien. Tout à coup, la porte s'ouvrit, c'était monsieur de Rênal, sa figure sévère et mécontente fit un étrange contraste avec la douce joie que sa présence chassait. Madame de Rênal pâlit, et se sentait alors d'état de rien nier. Julien saisit la parole et parlant très haut se mit à raconter à monsieur le maire le trait du gobelet d'argent que Stanislas voulait vendre. Il était sûr que cette histoire serait mal accueillie. D'abord, monsieur de Rênal fronçait le sourcil par bonne habitude de ce nom d'argent. La mention de ce métal, disait-il, est toujours une préface à quelque mandat tiré sur ma bourse. Mais il y avait plus qu'intérêt d'argent, et il y avait augmentation de soupçons. L'air de bonheur qui animait sa famille en son absence n'était pas fait pour arranger les choses auprès d'un homme dominé par une vanité aussi chatouilleuse. Comme sa femme lui a vanté la manière remplie de grâce et d'esprit avec laquelle Julien donnait des idées nouvelles à ses élèves. Oui, oui, je le sais, il me rend odieux à mes enfants et il lui est bien aisé d'être pour eux 100 fois plus aimable que moi, qui au fond suis le maître. Tout temps dans ce siècle a jeté de l'odieux sur l'autorité légitime. Pauvre France! Madame de Rênal ne s'arrêta point à examiner les nuances de l'accueil qui lui faisait son mari. Elle venait d'entrevoir la possibilité de passer 12 heures avec Julien. Elle avait une foule d'emplettes à faire à la ville et déclara qu'elle voulait absolument aller dîner au cabaret, quoique pût dire ou faire son mari, Étienne à son idée. Les enfants étaient ravis de ce seul mot cabaret que prononce avec tant de plaisir la pruderie moderne. M. de Rênal laissait sa femme dans la première boutique de nouveautés où elle entra pour aller faire quelques visites. Il revint plus morose que le matin et il était convaincu que toute la ville s'occupait de lui et de Julien. À la vérité, personne ne lui avait encore laissé soupçonner la partie offensante des propos du public. Ce qu'on avait redit à M. le maire avait uniquement à savoir si Julien resterait chez lui, avec 600 francs ou accepterait les 800 francs offerts par monsieur le directeur du dépôt. Ce directeur qui rencontra monsieur de Rênal dans le monde lui battit froid. Cette conduite n'était pas sans habileté, il y a peu d'étourderie en Provence. Les sensations y sont si rares qu'on les coule à fond. Monsieur Valnon était ce qu'on appelle à 100 lieues de Paris un faraud. C'est une espèce d'un naturel effronté et grossier. Son existence triomphante depuis 1815 avait renforcé ses belles dispositions. Il régnait, pour ainsi dire, à Verrières, sous les ordres de M. de Rênal, mais beaucoup plus actif, ne rougissant de rien, se mêlant de tout sans cesse allant, écrivant, parlant, oubliant les humiliations, n'ayant aucune prétention personnelle, il avait fini par balancer le crédit de son maire aux yeux du pouvoir ecclésiastique. M. Valnon avait dit en quelque sorte aux épiciers du pays, « Donnez-moi les 2 plus sots d'entre vous, aux gens de loin, indiquez-moi les 2 plus ignares aux officiers de santé, désignez-moi les 2 plus charlatans. » Quand il a vu rassembler les plus effrontés de chaque métier, il leur avait dit « Régnons ensemble ». Les façons de ces gens-là blessaient M. de Rênal. La grossièreté de Valnon n'était offensée de rien, pas même des démentis que le petit abbé Maslon ne lui épargnait pas en public. Mais au milieu de cette prospérité, M. Valnon avait besoin de se rassurer par des petites insolences de détail contre les grosses vérités qu'il sentait bien que tout le monde était en droit de lui adresser. Son activité avait redoublé depuis les craintes que lui avait laissées la visite de M. Appert. Il avait fait 3 voyages à Besançon. Il écrivait plusieurs lettres chaque courrier, il en envoyait d'autres par des inconnus qui passaient chez lui à la tombée de la nuit. Il avait eu tort peut-être de faire destituer le vieux curé Chélan, car cette démarche vindicative l'avait fait regarder par plusieurs dévotes de bonne naissance comme un homme profondément méchant. D'ailleurs, ce service rendu l'avait mis dans la dépendance absolue de M. le grand vicaire de Frilair. Il en recevait d'étranges commissions.
Sa politique en était à ce point lorsqu'il céda au plaisir d'écrire une lettre anonyme. Pour surcroît d'embarras, sa femme lui déclara qu'elle voulait avoir Julien chez elle, sa vanité s'en était coiffée. Dans cette position, M. Valnon prévoyait une scène décisive avec son ancien confédéré, M. de Rênal. Celui-ci lui adressait des paroles dures, ce qui lui était assez égal, mais il pouvait écrire à Besançon et même à Paris. En causant de quelques ministres, il pouvait tomber tout à coup à Verrières et prendre le dépôt de mendicité. M. Valnon pensa à se reprocher des libéraux, c'est pour cela que plusieurs étaient invités au dîner où Julien récita. Il aurait été puissamment soutenu contre le maire, mais des élections pouvaient survenir et il était trop évident que le dépôt et un mauvais vote étaient incompatibles. Le récit de cette politique, fort bien deviné par Madame de Rênal, avait été fait à Julien pendant qu'il lui donnait le bras pour aller d'une boutique à l'autre, et peu à peu les avait entraînés au cours de la fidélité où ils passèrent plusieurs heures presque aussi tranquilles qu'à Vergy. Pendant ce temps, M. Valnon essaya d'éloigner une scène décisive avec son ancien patron en prenant lui-même l'érodation vers lui. Ce jour-là, ce système réussit mais augmenta l'humeur du maire. Jamais la vanité aux prises avec tout ce que le petit amour de l'argent peut avoir de plus âpre et de plus mesquin n'ont mis un homme dans un plus piètre état que celui où se trouvait M. de Rênal, en entrant au cabaret. Jamais, au contraire, ses enfants n'avaient été plus joyeux et plus gais. Ce contraste acheva de le piquer. « Je suis de trop dans ma famille à ce que je puis voir, » dit-il en entrant d'un ton qui voulut rendre imposant. Pour toute réponse, sa femme le prit à part et lui exprima la nécessité d'éloigner Julien. Les heures de bonheur qu'elle venait de trouver lui avaient rendu l'aisance et la fermeté nécessaires pour suivre le plan de conduite qu'elle méditait depuis 15 jours. Ce qui achevait de troubler de fond en comble le pauvre maire de Verrières, c'est qu'il savait que l'on plaisantait publiquement dans la ville sur son attachement pour l'espèce. M. Valnon était généreux comme un voleur, et lui, il s'était conduit d'une manière plus prudente que brillante dans les 5 ou 10 dernières quêtes pour la confrérie de Saint-Joseph, pour la congrégation de la Vierge, pour la congrégation de Saint-Sacrement, etc., etc. Parmi les obéros des Verrières et des environs adroitement classés sur le registre des frères collecteurs, d'après le montant de leurs offrandes, on avait vu plus d'une fois le nom de M. de Rênal occuper la dernière ligne. Un vain, disait-il, que lui ne gagnait rien. Le clergé ne badine pas sur cet article. On passe au chapitre numéro 23, Chagrin d'un fonctionnaire. Il piacere di alzar la testa tutto l'anno è ben paggiato da certi quarti d'ora che bisogna passare. Casti. Mais laissons ce petit homme à ses petites craintes. Pourquoi a-t-il pris dans sa maison un homme de cœur, tandis qu'il lui fallait l'âme d'un valet? Que ne sait-il choisir ces gens? La marche ordinaire du XIXe siècle est que quand un être puissant et noble rencontre un homme de cœur, il le tue, l'exile, l'emprisonne ou l'humilie tellement que l'autre a la sottise d'en mourir de douleur. Par hasard, ici, ce n'est pas encore l'homme de cœur qui souffre. Le grand malheur des petites villes de France et des gouvernements par élection, comme celui de New York, c'est de ne pas pouvoir oublier qu'il existe au monde des êtres comme M. de Rênal. Au milieu d'une ville de 20 000 habitants, ces hommes font l'opinion publique, et l'opinion publique est terrible dans un pays qui a la charte. Un homme doué d'une âme noble, généreuse, et qui eût été votre ami, mais qui habite à 100 lieues, juge de vous par l'opinion publique de votre ville, laquelle est faite par les soins que le hasard a fait naître noble, riche et modéré. Malheur à qui se distingue. Aussitôt après le dîner, on repartit pour Vergy, mais dès le surlendemain, Julien vit revenir toute la famille à Verrières. Une heure ne s'était pas écoulée qu'à son grand étonnement, il découvrait que Madame de Rênal lui faisait mystère de quelque chose. Il interrompait ses conversations avec son mari dès qu'il paraissait et semblait presque désirer qu'il s'éloignât. Julien ne se fit pas donner 2 fois cet avis. Il devint froid et réservé. Madame de Rênal s'en aperçut et ne chercha pas d'explication. « Va-t-elle me donner un successeur ?» pensa Julien. « Avant-hier encore si intime avec moi, mais on dit que c'est ainsi que ces grandes dames en agissent. C'est comme les rois, jamais plus de prévenance qu'un ministre qui, en rentrant chez lui, va trouver sa lettre de disgrâce. »
Julien remarqua que dans ces conversations que cessaient brusquement à son approche, il était souvent question d'une grande maison appartenant à la commune de Verrières, vieille, mais vaste et commode, et située vis-à-vis l'église, dans l'endroit le plus marchand de la ville. Que peut-il y avoir de commun entre cette maison et un nouvel amant se disait Julien. Dans son chagrin, il se répétait ces jolis vers de François Ier qui lui semblaient nouveaux, parce qu'il n'y avait pas un mois que Madame de Rênal les lui avait appris. Alors par combien de serments, par combien de caresses chacun de ces vers n'était-il pas démenti? Souvent femme varie, bien folle qui s'y fit. Monsieur de Rênal partit en poste pour Besançon. Ce voyage se décida en 2 heures et paraissait fort tourmenté. Au retour, il jeta un gros paquet couvert de papier gris sur la table. 1 heure après, Julien vit l'afficheur qui emportait ce gros paquet. Il le suivit avec empressement. Je vais savoir le secret au premier coin de rue. Il attendait impatient derrière l'afficheur qui, avec son gros pinceau, barbouillait le dos de l'affiche. À peine fut-elle en place que la curiosité de Julien y vit l'annonce fort détaillée de la location aux enchères publiques de cette grande et vieille maison, dont le nom revenait si souvent dans les conversations de M. de Rênal avec sa femme. L'adjudication du bail était annoncée pour le lendemain à 2 heures dans la salle de la commune, à l'extinction du 3e feu. Julien fut fort désappointé, il trouvait bien le délai un peu court. Comment tous les concurrents auraient-ils le temps d'être avertis? Mais du reste, cette affiche qui était datée de 15 jours auparavant et qui relut tout entière en 3 endroits différents ne lui apprenait rien. Il alla visiter la maison à louer. Le portier ne le voyait pas approcher, disait mystérieusement un voisin. Bah, peine perdue. Monsieur Malon, lui a promis qu'il l'aura pour 300 francs. Et comme le maire est jambé, il a été mandé à l'évêché par monsieur le grand vicaire de Frilair. L'arrivée de Julien eut l'air de déranger beaucoup les 2 amis qui n'ajoutèrent plus un mot. Julien ne manqua pas l'adjudication du bail. Il y avait foule dans une salle mal éclairée, mais tout le monde se toisait d'une façon singulière. Tous les yeux étaient fixés sur une table où Julien aperçut, dans un plat d'étain, 3 petits bouts de bougies allumées. L'huissier criait « 300 francs, messieurs !»« 300 francs, c'est trop fort !» dit un homme à voix basse à son voisin, et Julien était entre eux deux. « Elle en vaut plus de 800, je veux couvrir cette enchère. » C'est cracher en l'air. « Qui gagneras-tu à te remettre à dos, monsieur Valnon, l'évêque, son terrible grand vicaire de Frilair et toute la clique. 320 francs, dit l'autre en criant. Vilaine bête, répliqua son voisin. Et voilà justement un espion du maire, ajouta-t-il en montrant Julien. Julien se retourna vivement pour punir ce propos, mais les 2 francs comtois ne faisaient plus aucune attention à lui. Leur sang-froid lui rendit le sien. En ce moment, le dernier bout de bougie s'éteignit à la voix et la voix traînante de l'huissier adjugeait la maison pour 900. À monsieur de Saint-Giraud, chef de bureau à la préfecture et pour 330 francs. Dès que le maire fut sorti de la salle, les propos commencèrent. Voilà 30 francs que l'imprudence de Grosjean voit la commune, disait l'un. Mais monsieur de Saint-Giraud, répondait-on, se vengea de Grosjean et il la sentira passer. Quelle infamie! Disait un gros homme à la gauche de Julien. Une maison dont j'aurais donné, moi, 800 francs pour ma fabrique et j'aurais fait un bon marché. Bah, lui répondit un jeune fabricant libéral, monsieur de Saint-Giraud, n'est-il pas de la congrégation? Ces 4 enfants n'ont-ils pas des bourses? Le pauvre homme, il faut que la commune de Verrières lui fasse un supplément de traitement de 500 francs, voilà tout. Et dire que le maire n'a pas pu l'empêcher, remarquait un troisième, car il est ultra, lui, à la bonne heure, mais il ne vole pas. Il ne vole pas? Reprit un autre. Non, c'est Pigeon qui vole. Tout cela entre dans une grande bourse commune et tout se partage au bout de l'an. Mais voilà ce petit Sorel, allons-nous-en. Julien rentra de très mauvaise humeur et trouva madame de Rênal fort triste. « Vous venez de l'adjudication ?» lui dit-elle. « Oui, madame, où j'ai eu l'honneur de passer pour l'espion de monsieur le maire. S'il m'avait cru, il eût fait un voyage. » À ce moment, M. de Rênal parut, il était fort sombre. Le dîner se passa sans mot dire. M. de Rênal ordonna à Julien de suivre les enfants à Vergy. Le voyage fut triste. Madame de Rênal consolait son mari.
Vous devriez être accoutumé, mon ami. Le soir, on était assis en silence autour du foyer domestique. Le bruit dû être enflammé était la seule distraction. C'était un des moments de tristesse que se rencontrent dans les familles les plus unies. Un des enfants s'écria joyeusement. « On sonne, on sonne !» Morbleu, si c'est monsieur de Saint-Giraud qui vient me relancer ce prétexte de remerciement, s'écria le maire, je lui dirai son fait. C'est trop fort. C'est au Valnon qu'il en aura l'obligation, et c'est moi qui suis compromis. Que dire si ces maudits journaux jacobins vont s'emparer de cette anecdote et faire de moi un monsieur 95 ? Un fort bel homme au gros favori noir entrait en ce moment à la suite du domestique. Monsieur le maire, je suis le signor Geronimo. Voici une lettre que monsieur le chevalier de Beauvaisis, attaché à l'ambassade de Naples, m'a remis pour vous à mon départ. Il n'y a que 9 jours, ajouta le signor Geronimo d'un air gai, en regardant madame de Rênal. Le signor de Beauvaisis, votre cousin, est mon bon ami, madame, dit que vous savez l'italien. La bonne humeur de Napolitain changea cette triste soirée en une soirée fort gaie. Madame de Rênal voulut absolument lui donner à souper. Il mit toute sa maison en mouvement et il voulait à tout prix distraire Julien de la qualification d'espion que 2 fois dans cette journée il avait entendu retentir à son oreille. Le signor Geronimo était un chanteur célèbre, homme de bonne compagnie et cependant fort gai, qualités qui en France ne sont guère plus compatibles. Il chanta après souper un petit duettino avec madame de Rênal. Il fut des contes charmants. À 1 heure du matin, les enfants se récrièrent quand Julien leur proposa d'aller se coucher. « Encore cette histoire, dit l'aîné. « C'est la mienne, signorino, reprit le signor Geronimo. Il y a 8 ans, j'étais comme vous un jeune élève du conservatoire de Naples. J'entends, j'avais votre âge, mais je n'avais pas l'honneur d'être le fils de l'illustre maire de la jolie ville de Verrières. » Ce mot fit soupirer M. de Rênal et regarda sa femme. Le signor Zingarelli continua le jeune chanteur, outrant un peu son accent qui faisait pouffer de rire les enfants. Le signor Zingarelli était un maître excessivement sévère. Il n'est pas aimé au conservatoire, mais il veut qu'on agisse toujours comme si on l'aimait. Je sortais le plus souvent que je pouvais. J'allais au petit théâtre de San Carlino, où j'entendais une musique des dieux, mais ô ciel! Comment faire pour réunir les 8 sous que coûte l'entrée de parterre? Somme énorme, dit-il en regardant les enfants, et les enfants de rire. Le signor Giovannone, directeur de San Carlino, m'entendit chanter. J'avais 16 ans. Cet enfant, il est un trésor, dit-il. Veux-tu que je t'engage, mon cher ami? Vint-il me dire. Et combien me donneriez-vous? 40 ducats par mois. Messieurs, c'est 160 francs. Je crus voir les cieux ouverts. Mais comment dis-je à Giovannone obtenir que le sévère Zingarelli me laisse sortir? Lascia fare a me. Laissez faire à moi, s'écria l'aîné des enfants. Justement, mon jeune seigneur, le seigneur Giovannone, il me dit, car d'abord un petit bout d'engagement. Je signe, il me donne 3 ducats. Jamais je n'avais vu tant d'argent. Ensuite, il me dit ce que je dois faire. Le lendemain, je demande une audience au terrible seigneur Zingarelli. Son vieux valet de chambre me fait entrer. « Que me veux-tu, mauvais sujet ?» dit Zingarelli. « Maestro, lui fis-je, je me repens de mes fautes. Jamais je ne sortirai de conservatoire en passant par-dessus la grille de fer. Je vais redoubler d'application. Si je ne craignais pas de gâter la plus belle voix de basse que j'ai jamais entendue, je te mettrais en prison au pain et à l'eau pour 15 jours polissons. Maestro, repris-je, je vais être le modèle de toute l'école. Credete a me. Mais je vous demande une grâce, si quelqu'un vient me demander pour chanter dehors, refusez-moi. De grâce, dites que vous ne pouvez pas. Et qui diable veux-tu qui demande un mauvais garnement tel que toi? Est-ce que je permettrai jamais que tu quittes le conservatoire? Est-ce que tu veux te moquer de moi? Décampe, décampe, dit-il en cherchant à me donner un coup de pied où gare le pensait qu'est la prison. 1 heure après, le seigneur Giovannone arrive chez le directeur. « Je viens vous demander de faire ma fortune, lui dit-il. Accordez-moi Geronimo, qui chante à mon théâtre, et cet hiver, je marie ma fille.
Que veux-tu faire de ce mauvais sujet lui dit Zingarelli. Je ne veux pas, tu ne l'auras pas, et d'ailleurs, quand j'y consentirai, jamais il ne voudra quitter le conservatoire, il vient de me le jurer. Si ce n'est que de sa volonté qu'il s'agit, dit gravement Giovannone. En tirant de sa poche mon engagement, carta canta, voici sa signature. Aussitôt Zingarelli, furieux, se pend à sa sonnette. Qu'on chasse Geronimo du conservatoire, cria-t-il, bouillant de colère. On me chassa donc, moi riant aux éclats. Le même soir, je chantais l'air d'El Moltiplico. Polichinelle veut se marier et compte sur ses doigts les objets dont il aura besoin dans son ménage, et il s'embrouille à chaque instant dans ce calcul. Ah, veuillez, monsieur, nous chanter cet air, dit madame de Rênal. Geronimo chanta, et tout le monde pleurait à force de rire. Il signor Geronimo n'alla se coucher qu'à 2 heures du matin, laissant cette famille enchantée de ses bonnes manières, de sa complaisance et de sa gaieté. Le lendemain, monsieur et madame de Rênal lui remirent les lettres dont il avait besoin à la cour de France. Ainsi partout de la fausseté, dit Julien. Voilà le signor Geronimo qui va à Londres avec 60 000 francs d'appointements. Sans le savoir-faire du directeur de San Carlino, sa voix divine ne peut être été connue et admirée que 10 ans plus tard. Ma foi, j'aimerais mieux être un Geronimo qu'un Rênal. Il n'est pas si honoré dans la société, mais il n'a pas le chagrin de faire des adjudications comme celle d'aujourd'hui, et sa vie est gaie. Une chose étonnait Julien. Les semaines solitaires passées à Verrières, dans la maison de M. de Rênal, avaient été pour lui une époque de bonheur. Il n'avait rencontré le dégoût et les tristes pensées qu'au dîner qu'on lui avait donné dans cette maison solitaire. Ne pouvait-il pas lire, écrire, réfléchir sans être troublé? À chaque instant, il n'était pas tiré de ses rêveries brillantes par la cruelle nécessité d'étudier les mouvements d'une âme basse, et encore afin de la tromper par des démarches ou des mots hypocrites. Le bonheur serait-il si près de moi? La dépense d'une telle vie est peu de chose. Je puis, à mon choix, épouser mademoiselle Élisa ou me faire l'associé du Fouquet. Mais le voyageur qui vient de gravir une montagne rapide s'assied au sommet et trouve un plaisir parfait à se reposer. Serait-il heureux si on le forçait à se reposer toujours? L'esprit de madame de Rênal était arrivé à des pensées fatales. Malgré ses résolutions, elle avait avoué à Julien toute l'affaire de l'adjudication. Il me fera donc oublier tous mes sentiments, pensa-t-elle. Il eût sacrifié sa vie sans hésiter pour sauver celle de son mari, s'il l'eût vu en péril. C'était une de ces âmes nobles et romanesques pour qui apercevoir la possibilité d'une action généreuse. Ne pas la faire est la source d'un remords presque égal à celui du crime commis. Toutefois, il y avait des jours funestes où elle ne pouvait chasser l'image de l'excès de bonheur qu'elle goûterait si, devenant veuve tout à coup, elle pouvait épouser Julien. Il aimait ses fils beaucoup plus que leur père. Malgré sa justice sévère, il en était adoré. Elle sentait bien qu'épousant Julien, il fallait quitter ce verger dont les ombrages lui étaient si chers. Elle se voyait vivant à Paris, continuant à donner à ses fils cette éducation qui faisait l'admiration de tout le monde. Ses enfants et elle, Julien, tous étaient parfaitement heureux. Étrange effet du mariage tel que l'a fait le XIXe siècle. La nuit de la vie matrimoniale fait périr l'amour sûrement, quand l'amour a précédé le mariage. Et cependant, dirait un philosophe, il amène bientôt chez les gens assez riches pour ne pas travailler la nuit profonde de toutes les jouissances tranquilles. Et ce n'est que les âmes sèches parmi les femmes qui ne prédisposent pas à l'amour. La réflexion du philosophe me fait excuser madame de Rênal, mais on ne l'excusait pas à Verrières, et toute la ville, sans qu'elle s'en doutait, n'était occupée que du scandale de ses amours. À cause de cette grande affaire, cet automne-là, on s'y ennuya moins que de coutume. L'automne, une partie de l'hiver passèrent bien vite. Il fallut quitter les bois de Vergy. La bonne compagnie de Verrières commença à s'indigner de ce que ces anathèmes faisaient si peu d'impression sur M. de Rênal. À moins de 8 jours, des personnes graves qui se dédommagent de leur sérieux habituel par le plaisir de remplir ces sortes de missions, lui donnèrent les soupçons les plus cruels, mais en se servant des termes les plus mesurés.
Monsieur Valnon, qui jouait serré, avait placé Elisa dans une famille noble et fort considérée, où il y avait 5 femmes. Elisa craignait, disait-elle, de ne pas trouver de la place pendant l'hiver, n'avait demandé à cette famille que les 2 tiers à peu près de ceux qu'elle recevait chez monsieur le maire. D'elle-même, cette fille avait eu l'excellente idée d'aller se confesser à l'ancien curé Chélan et en même temps au nouveau, afin de leur raconter à tous les deux le détail des amours de Julien. Le lendemain de son arrivée de 6 heures du matin, l'abbé Chélan fit appeler Julien. « Je ne vous demande rien, lui dit-il. Je vous prie et au besoin, je vous ordonne de ne me rien dire. J'exige que sous 3 jours vous partiez pour le séminaire de Besançon ou pour la demeure de votre ami Fouquet, qui est toujours disposé à vous faire un sort magnifique. J'ai tout prévu, tout arrangé, mais il faut partir et ne pas revenir d'un an à Verrières. » Julien ne répondit point. Il examinait si son honneur devait s'estimer offensé des soins que M. Chélan, qui après tout n'était pas son père, avait pris pour lui. « Demain, à pareille heure, j'aurai l'honneur de vous revoir, dit-il enfin au curé. M. Chélan, qui comptait l'emporter de haute lutte sur un si jeune homme, parla beaucoup. Enveloppé dans l'attitude et la physionomie la plus humble, Julien n'ouvrit pas la bouche. Il sortit enfin et courut prévenir madame de Rênal qu'il trouva au désespoir. Ce mari venait de lui parler avec une certaine franchise. La faiblesse naturelle de son caractère s'appuyait sur la perspective de l'héritage de Besançon, l'avait décidé à la considérer comme parfaitement innocente. Il venait de lui avouer l'étrange état dans lequel il trouvait l'opinion publique de Verrières. Le public avait tort, il était égaré par des envieux, mais enfin, que faire? Madame de Rênal eut un instant l'illusion que Julien pourrait accepter les offres de M. Valnon et rester à Verrières. Mais ce n'était plus cette femme simple et timide de l'année précédente, sa fatale passion, ses remords l'avaient éclairée. Elle eut bientôt la douleur de se prouver à elle-même, tout en écoutant son mari, qu'une séparation momentanée était devenue indispensable. Loin de moi, Julien va retomber dans ses projets d'ambition, c'est naturel quand on n'a rien, et moi, grand Dieu, je suis si riche et si inutilement pour mon bonheur, il m'oubliera. Aimable comme il est, il sera aimé, il aimera. Ah, malheureuse, de quoi puis-je me plaindre? Le ciel est juste, je n'ai pas eu le mérite de faire cesser le crime, et m'ôte le jugement. Il ne tenait qu'à moi de gagner Elisa à force d'argent. Rien ne m'était plus facile. Je n'ai pas pris la peine de réfléchir un moment. Les folles imaginations de l'amour absorbaient tout mon temps. Je péris. Julien fut frappé d'une chose en apprenant la terrible nouvelle du départ à madame de Rênal. Il ne trouva aucune objection égoïste et faisait évidemment des efforts pour ne pas pleurer. Nous avons besoin de fermeté, mon ami. Elle coupa une mèche de ses cheveux. « Je ne sais pas ce que je ferai, lui dit-elle, mais si je meurs, promets-moi de ne jamais oublier mes enfants. De loin ou de près, tâche d'en faire d'honnêtes gens. S'il y a une nouvelle révolution, tous les nobles seront égorgés, leur père s'émigrera, peut-être à cause de ce paysan tué sur un toit. Veille sur la famille, donne-moi ta main. Adieu, mon ami, ce sont ici les derniers moments. Ce grand sacrifice fait, j'espère qu'en public j'aurai le courage de penser à ma réputation. » Julien s'attendait à du désespoir. La simplicité de ses adieux le toucha. « Non, je ne reçois pas ainsi vos adieux. Je partirai, ils le veulent, vous le voulez vous-même, mais 3 jours après mon départ, je reviendrai vous voir de nuit. » L'existence de madame de Rênal fut changée. Julien l'aimait donc bien, puisque de lui-même il avait trouvé l'idée de la revoir. Son affreuse douleur se changea en un des plus vifs mouvements de joie qu'il eût éprouvé de sa vie. Tout lui devint facile. La certitude de revoir son ami ôtait à ces derniers moments tout ce qu'il avait de déchirant. Dès cet instant, la conduite comme la physionomie de madame de Rênal fut noble, ferme et parfaitement convenable. Monsieur de Rênal rentra bientôt, il était hors de lui, il parla enfin à sa femme de la lettre anonyme reçue 2 mois auparavant. « Je veux la porter au casino, montrer à tout ce qu'elle est de cet infâme Valnon, que j'ai pris à la besace, pour en faire un des plus riches bourgeois de Verrières. Je lui en ferai honte publiquement, et puis me battrai avec lui. Ceci est trop fort, je pourrais être veuve, grand Dieu, pensa madame de Rênal. Mais presque au même instant, elle se dit, si je n'empêche pas ce duel, comme certainement je le puis, je serai la meurtrière de mon mari.
Jamais il n'avait ménagé sa vanité avec autant d'adresse. En moins de 2 heures, elle lui fit voir, et toujours par des raisons trouvées par lui, qu'il fallait marquer plus d'amitié que jamais à M. Valmont, et même reprendre Élisa dans la maison. Madame de Rênal eut besoin de courage pour se décider à revoir cette fille à cause de tous ses malheurs, mais cette idée venait de Julien. Enfin, après avoir été mis 3 ou 4 fois sur la voie, M. de Rênal arriva tout seul à l'idée financièrement bien pénible, que ce qu'il y aurait de plus désagréable pour lui, ce serait que Julien, au milieu de l'effervescence et des propos de tout Verrières, y resterait comme précepteur des enfants de M. Valmont. L'intérêt évident de Julien était d'accepter les offres du directeur du dépôt de mendicité. Il apportait au contraire à la gloire de M. de Rênal que Julien quittait Verrières pour entrer au séminaire de Besançon ou à celui de Dijon. Mais comment l'y décider? Et ensuite, comment y vivrait-il? M. de Rênal, voyant l'imminence de sacrifices d'argent, était plus au désespoir que sa femme. Pour elle, après cet entretien, elle était dans la position d'un homme de cœur qui, las de la vie, a pris une dose de stramonium. Il n'agit plus que par ressort, pour ainsi dire, et ne porte plus d'intérêt à rien. Ainsi il arriva à Louis XIV, mourant de dire « Quand j'étais roi ». Parole admirable. Le lendemain, dès le grand matin, M. de Rênal reçut une lettre anonyme. Celle-ci était du style le plus insultant. Les mots les plus grossiers applicables à sa position s'y voyaient à chaque ligne. C'était l'ouvrage de quelques envieux subalternes. Cette lettre le ramena à la pensée de se battre avec M. Valmont. Bientôt son courage alla jusqu'aux idées d'exécution immédiate. Il sortit seul et alla chez l'armurier prendre 2 pistolets qui fit charger. Au fait, se disait-il, l'administration sévère de l'empereur Napoléon reviendrait au monde que moi je n'ai pas un sou de friponnerie à me reprocher. J'ai tout au plus fermé les yeux, mais j'ai des bonnes lettres dans mon bureau qui m'y autorisent. Madame de Rênal fut effrayée de la colère froide de son mari et lui rappela la fatale idée de veuvage qu'il avait tant de peine à repousser. Elle s'enferma avec lui. Pendant plusieurs heures, elle lui parla en vain. La nouvelle lettre anonyme le décidait. Enfin, elle parvint à transformer le courage de donner un soufflet à M. Valmont en celui d'offrir 600 francs à Julien pour une année de sa pension dans un séminaire. M. de Rênal maudissait 1000 fois le jour où il avait eu la fatale idée de prendre un précepteur chez lui, oublia la lettre anonyme. Il se consola un peu par une idée qu'il ne dit pas à sa femme. Avec de l'adresse et en se prévalant des idées romanesques du jeune homme, il espérait l'engager, pour une somme moindre, à refuser les offres de M. Valmont. Madame de Rênal eut bien plus de peine à prouver à Julien que, faisant aux convenances de son mari le sacrifice d'une place de 800 francs qu'il lui offrait publiquement le directeur du dépôt, il pouvait sans honte accepter un dédommagement. Mais disait toujours Julien, jamais je n'ai eu, même pour un instant, le projet d'accepter ces offres. Vous m'avez trop accoutumé à la vie élégante. La grossièreté de ces gens-là me tuerait. La cruelle nécessité avec sa main de fer plia la volonté de Julien. Son orgueil lui offrait l'illusion de n'accepter que comme un prêt la somme offerte par le maire de Verrières et de lui en faire un billet portant remboursement dans 5 ans avec intérêt. Madame de Rênal avait toujours quelques milliers de francs cachés dans la petite grotte de la montagne. Elle les lui offrit en tremblant et sentant trop qu'elle serait refusée avec colère. « Voulez-vous, lui dit Julien, rendre le souvenir de nos amours abominables ?» Enfin, Julien quitta Verrières. M. de Rênal fut bien heureux. Au moment fatal d'accepter de l'argent, de lui ce sacrifice se trouva trop fort pour Julien. Il refusa net. M. de Rênal lui sauta au cou, les larmes aux yeux. Julien lui ayant demandé un certificat de bonne conduite, il ne trouva pas dans son enthousiasme de termes assez magnifiques pour exalter sa conduite. Notre héros avait 5 louis d'économie et comptait demander une pareille somme à Fouquet. Il était fort ému, mais à une lieue de Verrières où il laissait tant d'amour, il ne songea plus qu'au bonheur de voir une capitale, une grande ville de guerre comme Besançon. Pendant cette courte absence de 3 jours, Madame de Rênal fut trompée par une des plus cruelles déceptions de l'amour. Sa vie était passable, il y avait entre elle et l'extrême malheur cette dernière entrevue qu'elle devait avoir avec Julien.
Elle comptait les heures et les minutes qui l'en séparaient. Enfin, pendant la nuit du 3e jour, elle entendit de loin le signal convenu. Après avoir traversé 1000 dangers, Julien parut devant elle. En ce moment, elle n'eut plus qu'une pensée. C'est pour la dernière fois que je le vois. Loin de répondre aux empressements de son amie, elle fut comme un cadavre à peine animé. Si elle se forçait à lui dire qu'elle l'aimait, c'était un air à gauche qui prouvait presque le contraire. Rien ne put la distraire de l'idée cruelle de séparation éternelle. Le méfiant Julien crut un instant être déjà oublié. Ses mots piqués dans ce sens ne furent accueillis que par de grosses larmes coulant en silence et des serrements de main presque convulsifs. « Mais grand Dieu, comment voulez-vous que je vous croie ?» répondit Julien aux froides protestations de son ami. Aux froides protestations de son ami. Vous montreriez 100 fois plus d'amitié sincère à Madame Derville à une simple connaissance. Madame de Rênal, pétrifiée, ne savait que répondre. Il est impossible d'être plus malheureuse. J'espère que je vais mourir, je sens mon cœur se glacer. Telles furent les réponses les plus longues qu'il put en obtenir. Quand l'approche du jour vit rendre le départ nécessaire, les larmes de Madame de Rênal cessèrent tout à fait. Elle le vit attacher une corde nouée à la fenêtre sans mot dire, sans lui rendre ses baisers. En vain, Julien lui disait « Nous voici, arrivés à l'état que vous avez tant souhaité. Désormais vous vivrez sans remords. À la moindre indisposition de vos enfants, vous ne les verrez plus dans la tombe. Je suis fâchée que vous ne puissiez pas embrasser Stanislas, lui dit-elle froidement. Julien finit par être profondément frappé des embrassements sans chaleur de ce cadavre vivant, et il ne put penser à autre chose pendant plusieurs lieues. Son âme était navrée, et avant de passer la montagne, tant qu'il put voir le clocher de l'église de Verrières, souvent il se retourna. Et voici, c'est fini pour aujourd'hui. On continuera la fois prochaine. La prochaine fois, je parle comme dans un livre maintenant, avec le chapitre 24. Merci de votre attention et à très bientôt. Ciao.